précisément. Voilà. Alors d'abord, merci beaucoup, professeur Madani, de votre invitation. C'est un véritable plaisir d'être avec vous ce soir. Moi, j'ai en fait toujours travaillé en chirurgie cardiaque comme cardiologue échographiste avec Monsieur Carpentier à l'hôpital Broussais il y a plus de 30 ans maintenant. Et j'ai poursuivi évidemment avec ces équipes, Monsieur Deloche, Monsieur Fabiani, Monsieur Latrémouille et actuellement Monsieur Achou et docteur Zanis à Montsouris. Voilà, donc je travaille dans 2 hôpitaux et où je fais à peu près la même chose, c'est-à-dire même tout à fait la même chose, c'est-à-dire échographiste au bloc opératoire et également en salle interventionnelle pour les thérapies percutanées. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de la chirurgie cardiaque et de la chirurgie mitrale et Oui, quelle est la place de l'échographiste au bloc opératoire. exact. Alors d'abord, l'insuffisance mitrale, c'est quand même une des valvulopathies les plus fréquentes et en particulier l'insuffisance mitrale dite primitive, c'est-à-dire l'IM dégénérative, en sachant que les IM secondaires représentent un peu moins de 29 alors que les primitives représentent près de la moitié des cas. Vous savez également que dans les nouvelles recommandations et dans celles qui vont paraître cet été, donc à l'issue de la Société européenne de cardiologie cette année, on aura une toute dernière version des recommandations européennes valvulaires. Et je sais que la tendance est un peu comme pour les recommandations américaines, d'opérer les malades d'une insuffisance mitrale sévère de plus en plus tôt, en particulier pour éviter les dégâts ventriculaires et avec des diamètres télésystoliques, en particulier quand vous avez une rupture de cornage, qui ne doivent pas dépasser 40 millimètres ou lorsque le volume de l'oreillette gauche est supérieur à 60 millilitres par mètre carré. Donc on opère de plus en plus tôt, même à des stades dits asymptomatiques. En parallèle, l'échographie a fait beaucoup de progrès. Comme vous le voyez à gauche, c'est l'époque des années 80. Hein, c'était des échographies, vous voyez, assez rudimentaires. C'est pourtant dans cette période que M. Carpentier a inventé la French Correction. Et à droite, vous avez maintenant comment on analyse une valve mitrale. C'est comme si on avait une petite caméra à l'intérieur. Les progrès de la chirurgie ont été, d'une certaine façon, en parallèle avec les progrès de l'écho et en particulier dès les années 85, avec l'avènement des sondes de Théo monoplan, hein, M. Carpentier a tout de suite compris que c'était un outil fondamental pour l'évaluation du résultat au bloc opératoire, puisqu'on pouvait évidemment apprécier le résultat fonctionnel sur un cœur battant alors qu'avant, c'était le test à l'eau, bien sûr, qui est intéressant, mais qui n'est pas suffisant pour être certain du bon fonctionnement d'une plastie mitrale. Alors, je vous recommande pour les anesthésistes qui seraient éventuellement ou cardiologues en audience, ce papier qui est assez récent, qui fait le point sur les recommandations d'utilisation de l'échopère opératoire en salle d'opération pour toutes les valvulopathies. Évidemment, dans l'insuffisance mitrale, ça a une place toute particulière avec, avant le départ en pompe, une sorte de feuille de route pour le chirurgien. En post-CEC, c'est un filet de sécurité pour vérifier que tout va bien et que le résultat est à la hauteur. Enfin, je parlerai à la fin d'une nouvelle approche simplifiée dans la maladie de Barlow. Alors, comment on va donner au chirurgien une sorte de faisabilité et de feuille de route? Alors, tout de suite, je dis, c'est pas à l'échographiste seul, en tout cas, qui importe de dire si la valve mitrale est réparable ou non, parce que ça dépend de choses qu'on ne peut pas forcément avoir par écho. Bien sûr, l'analyse valvulaire du mécanisme est fondamentale, mais c'est pas suffisant. Il y a des choses qui nous échappent encore, comme la fragilité tissulaire, et bien sûr, l'expertise du chirurgien en termes de plastie mitrale est fondamentale
quand on parle de faisabilité de plastie. Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler, comme je vous l'ai dit, au tout début dans les années 87 avec M. Carpentier. Et on a évidemment, dans une approche d'équipe, travaillé l'écho péropératoire avec comme première mission de parler le même langage pour l'échographiste. Et la première des choses à bien comprendre pour parler avec le chirurgien d'un même langage, c'est qu'il faut séparer clairement ce qui revient à la maladie, aux lésions, conséquences de la maladie, et aux dysfonctions, conséquences des lésions. C'est ce que M. Carpentier appelle la triade physiopathologique, qui est d'ailleurs valable pour l'ensemble des valvulopathies, c'est-à-dire que vous devez retrouver dans le compte-rendu échographique les 3 chapitres bien distincts. Alors, les rôles respectifs, l'étiologie, on fait à peu près jeu égal. Les lésions, c'est quand même le chirurgien qui, lui, a une vision directe péropératoire des lésions de la valve. En revanche, la dysfonction, puisqu'elle suppose un cœur battant et une approche fonctionnelle, c'est l'échographiste, évidemment, qui a l'avantage. Donc, d'une certaine façon, on a une approche complémentaire et c'est un travail d'équipe. Alors, l'approche fonctionnelle, qui est vraiment le message clé de la plastie mitrale de M. Carpentier, c'est de bien distinguer la dysfonction, qui est quand même le but de la chirurgie, corriger la dysfonction. En revanche, les techniques qui vont être employées dépendent des lésions que vous allez découvrir en péropératoire. Alors, c'est pour ça que quand j'analyse une valve pour un chirurgien au bloc, je sépare 5 chapitres: la dysfonction, les lésions, l'étiologie, le risque de SAM et ne pas oublier la valve tricuspide. Alors, la dysfonction, elle est résumée dans cette slide avec en haut l'analyse segmentaire avec les 8 segments de la valve mitrale et en bas les différents types de dysfonction en fonction, comme vous le savez, des mouvements valvulaires. Donc, type 1, mouvements normaux, type 2, prolapsus, mouvement exagéré, type 3, mouvement réduit en systolo-diastolique, valve immobile, et type 3B, mouvement réduit en systole, pour les IM dites secondaires ou fonctionnelles liées à un problème ventriculaire. Mais ce n'est pas suffisant de décrire le type de dysfonction, il faut analyser aussi l'endroit, le segment qui est touché par la dysfonction. Alors, donc, encore une fois, le type de dysfonction, c'est du 2D, parce qu'on veut voir précisément en 2D le bord libre et la position du bord libre de la valve par rapport au plan de l'anneau en systole. Mais vous verrez que pour l'analyse segmentaire, le 3D va être très utile. Alors, d'emblée, dans le langage commun, il est important de distinguer dans le type 2 ce qu'on appelle prolapse et ballonisation. La ballonisation, c'est quand vous avez le corps de la valve, si vous voulez, ici, qui dépasse le plan de l'anneau, mais le bord libre reste en dessous, alors que le prolapsus, c'est vraiment quand le bord libre dépasse le plan d'anneau. Vous verrez que la ballonisation, c'est une anomalie qui est caractéristique d'un excès de tissu, en particulier dans la maladie de Barlow. Alors maintenant que je vous l'ai dit, ce n'est pas suffisant. Il faut, par exemple, dans le cas d'un type 2, donc prolapsus, localiser le siège de la dysfonction. Alors, il faut à ce moment-là que l'échographiste donne la vue du chirurgien, c'est-à-dire de l'oreillette gauche, avec la valve aortique en haut, à midi, et l'auricule à gauche. Alors, on a un protocole systématique que je vous partage ici, avec 3 vues en monoplan de haut en bas qui va couper A1, P1 en haut, au milieu A2, P2, en bas A3, P3. Puis la 4e coupe, c'est la transgastrique. Et enfin, les 2 autres dernières coupes, multiplan et bicommissurale, vont être faites avec une méthodologie X-plan que je vais vous décrire. Alors moi j'aime bien la transgastrique annulaire parce qu'avant d'avoir le 3D, c'était la seule façon d'avoir l'ensemble, si vous voulez, de la valve mitrale et des 8 segments en une seule coupe qui vous permettait d'avoir en haut la commissure postérieure, en bas la commissure antérieure, le feuillet antérieur à gauche, ici A3, A2, A1, P3, P2, P1 et la valve aortique ici. Donc l'œil du chirurgien est comme s'il était ici.
Et vous voyez que quand on se mettait dans la coupe au niveau de l'anneau, puisque tout ce qui dépasse le plan de l'anneau est prolabé, on permettait d'avoir la zone qui était prolabée, ici la zone commissurale postérieure. Mais ce qui a révolutionné l'analyse segmentaire et simplifié l'analyse segmentaire, standardisé l'analyse segmentaire, c'est les sondes de TO3D avec la modalité X-plan. Qu'est-ce que c'est la modalité X-plan? C'est la capacité à avoir dans une seule vue à la fois une image qui est par exemple à 45-60 dite bicommissurale qui coupe la valve dans le sens horizontal avec P1, A2, P3, et de choisir avec une ligne virtuelle qu'on va choisir nous-mêmes sur le trackball, une coupe perpendiculaire qui va permettre d'avoir cette fois-ci le long axe, c'est-à-dire la coupe en long axe avec la horte ici, la valve antérieure, la valve postérieure. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Quand on met la ligne sur la région 2, on va avoir A2P2. Quand on va mettre la ligne sur la région 1, on va avoir A1P1 qui va être coupé. Et quand on met la ligne sur la région 3, à gauche, on va avoir A3P3. Donc voilà ce que ça donne en pratique. À gauche, vous avez la coupe dite bicommissurale, avec la ligne, vous voyez, que je mets exactement au milieu. Et à droite, j'ai à ce moment-là A2P2. A2 ici, P2 en face. Ensuite, je balaye, ça s'appelle le sweeping protocol, hein, c'est du balayage. Là, sur ma droite, j'ai ma région 1, et à ce moment-là, en long axe, j'ai A1, P1. Maintenant, je balaye de l'autre côté. Avec trois exemples de pathologie. Vous voyez, là, je suis sur la coupe bicommissurale avec P1, A2, P3. Quelque chose qui, au-dessus de A2 prolab, je mets ma ligne, vous voyez, de coupe sur l'endroit qui prolab, et tout de suite, je comprends ce qui se passe en simultané, en long axe. J'ai un prolapsus de P2 du feuillet postérieur dans la région 2, donc c'est ce qu'on appelle P2, avec la possibilité de rajouter la couleur et de voir très joliment la zone de convergence. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez, là, ici, j'ai un cas presque similaire, mais quand je mets ma ligne de coupe au milieu, sur la zone prolabée, eh ben, en fait, cette fois-ci, c'était bien un A2. Donc, vraiment, c'est très intéressant parce que cette modalité X-plan simultanée permet tout de suite de comprendre, d'une part à gauche, quelle est la zone où le prolapsus se passe, dans la région 1, 2 ou 3, mais à droite, en simultané, va vous dire si c'est plutôt le feuillet antérieur ou le feuillet postérieur. Et à ce moment-là, là, c'est très simple, on dit c'est un prolapsus de A2. Alors, le 3D en lui-même, ça donne une image spectaculaire qui est très appréciée des chirurgiens parce que ça donne vraiment l'image chirurgicale, en vue chirurgicale, en dynamique. Chose évidemment que ne peuvent pas voir le chirurgien puisque le cœur est arrêté. Donc là, on voit très bien un prolapsus de P2 très large, avec un cordage rompu sur sa partie un peu postérieure. Ici, c'est une nouvelle modalité qu'on a qui s'appelle le transparency, le glass view, qui permet vraiment de voir très joliment également le prolapsus. On espère que cette modalité va nous donner des informations sur la fragilité tissulaire. On a donc dans cette coupe la possibilité d'avoir deux informations très intéressantes pour le chirurgien, que sont la largeur du prolapsus et la hauteur, et avec des corrélations écho 3D pair-opératoire qui sont vraiment excellentes et qui sont saisissantes de réalisme. On peut avoir aussi des prolapsus évidemment un peu partout dans la valve, le P3 ici. On a ici un P1, même si c'est rare et que ça sert souvent d'élément de référence.
pour le chirurgien, mais ça arrive, hein, des prolapsus de P1. Ici, c'est un prolapsus, vous voyez, de la commissure postérieure, hein, puisqu'elle est tout à fait à l'angle, à la jonction entre le feuillet antérieur et le feuillet postérieur, ici, avec un cordage rompu. C'était une endocardite. On reconnaît les commissures parce que, vous savez, elles ont des cordages qui sont assez spécifiques, dits en éventail, comme ici. Vous avez des fois des prolapsus complexes qui touchent à la fois la feuillet postérieure, ici P3, et A2 avec une magnifique rupture de cordage. Donc le 3D vraiment permet d'avoir une approche très précise, dynamique, qui va grandement aider le chirurgien à prédire un petit peu sa stratégie opératoire. Alors évidemment, cela n'empêche pas, et ça doit être systématique, quels que soient les abords d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais que ce soit un abord sternotomie ou mini-invasive, il faut faire une analyse valvulaire chirurgicale systématique avec les crochets, qui, comme je vous l'ai dit, sert à avoir d'abord un élément de référence, qui est le plus souvent P1 quand il n'est pas prolabé, et ensuite, avec un deuxième crochet, on explore les commissures antérieures A1, A2, A3, commissure postérieure P3 et P2, afin de savoir si ça passe au-dessus du plan de référence P1. Et donc, d'une certaine façon, au bloc opératoire, l'analyse 2D, l'analyse 3D, la corrélation chirurgicale, c'est vraiment la meilleure façon de faire des progrès pour un échographiste. Alors, les lésions maintenant, eh ben, vous savez que là encore, la terminologie doit être bien comprise. La triade physiopathologique vous dit bien une lésion, conséquence d'une maladie, entraîne une dysfonction. Donc la dysfonction est due à une lésion. Dans le cas d'un prolapsus, vous avez soit un cordage rompu, soit un cordage allongé, soit les deux qui peuvent coexister. Dans les autres cas, c'est le pilier qui peut être rompu ou le pilier allongé, mais on est dans le cas à ce moment-là d'infarctus. Là, dans le cas de l'IM dystrophique ou dégénérative, c'est soit un cordage rompu, à ce moment-là, vous avez ce que les anglo-saxons appellent le flail, c'est-à-dire une combinaison d'un prolapsus dysfonction due à une rupture de cordage. Et lorsqu'il n'y a pas de flail, c'est que vous ne voyez pas de cordage rompu, mais qu'il y a très probablement un cordage allongé. Alors voilà un exemple de flail, hein, comme ils disent, c'est-à-dire de prolapsus P2 dû à une rupture de cordage qu'on voit très très bien ici, le cordage rompu et le P2 en 3D. Dans les lésions, il ne faut pas oublier les calcifications qui ne sont pas très appréciées des chirurgiens, en particulier quand elles sont extensives, qu'elles touchent et qu'elles vont dans le ventricule. Donc ça, c'est important de le savoir à l'avance. En particulier, si on aborde la valve en mini-invasive, on n'a pas très envie de tomber sur des valves comme ça sans le savoir à l'avance. Les calcifications qui peuvent également toucher les commissures. Les indentations, c'est une zone aussi très intéressante parce que les indentations, ce sont les zones de séparation physiologique entre P1 et P2, ici, ou P2, P3. C'est des structures qui peuvent être relativement larges et profondes et qui peuvent finalement conduire à des fuites résiduelles. Et souvent, actuellement, les chirurgiens ont plutôt tendance, quand elles sont en 3D extrêmement profondes et larges, les fermer. Alors l'étiologie, on l'a dit, les IM dégénératives représentent plus de 2/3 des cas, hein, près de 2/3 des cas, plus de 60%. Et dans les maladies qu'il faut connaître, dégénératives ou dystrophiques, il y a deux grands groupes. Vous avez deux grands groupes aux extrêmes avec la dégénérescence fibroelastique du sujet âgé, touchant surtout le P2 avec des sous-fressants à l'occasion d'un cordage rompu. Et vous avez à l'extrême, on y reviendra en fin de cours, la maladie de Barlow qui touche le sujet jeune
et qui est caractérisé par un excès de tissu diffus. Et puis, vous avez des formes intermédiaires, soit une dégénérescence fibroélastique avec un excès de tissu localisé, soit un baby Barlow ou une forme fruste de Barlow avec un excès de tissu localisé qui ne touche pas forcément l'ensemble des deux valves. Après, vous avez les IM dites fonctionnelles ou ischémiques qui sont liées à une maladie ventriculaire qui donne plutôt des types 3B. Vous avez, comme on l'a dit, les ruptures de piliers en phase aiguë d'infarctus. Ici, c'était un pilier postérieur, même si ça se voit de moins en moins, ça arrive quand même de temps en temps. L'endocardite, avec une végétation énorme ici et une perforation à droite. Les SAM, dans le cas des hypertrophies obstructives, plastique complexe mais faisable. Probablement, le professeur Dreyfus vous en parlera dans son cours. Voilà à peu près les étiologies. Alors, le risque de SAM, c'est quelque chose que le chirurgien doit connaître à l'avance. Ce n'est pas visible spontanément comme ça, j'allais dire à l'œil nu en ouvrant la valve. Le SAM a bien été décrit et dont le mécanisme a été démembré par Sherban Miaïganou en 88. Le SAM, en fait, c'est un conflit, d'une certaine façon, entre un orifice annulaire trop petit et un excès de tissu. Donc l'idée, c'est quand vous avez des valves un peu hautes, en particulier postérieures, eh bien, on essaye de faire en sorte qu'elles soient réduites, en particulier quand elles dépassent 20 mm. Donc une valve qui est aussi haute et excessive en hauteur, donc on fait en sorte de réduire sa hauteur et en tout cas d'associer une résection. Pour le feuillet antérieur, vous savez que c'est la taille de l'anneau qui va déterminer le risque de SAM. Plus vous mettez un anneau petit, plus vous allez risquer un SAM. Donc l'idée, c'est, comme l'a souvent bien expliqué M. Carpentier dans ses articles et ses présentations, c'est de faire non pas une annuloplastie restrictive, mais une annuloplastie de remodeling adaptée à la taille du feuillet antérieur. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-dimensionner dans une IM dégénérative, contrairement au cas des IM fonctionnelles où là, on préconise de sous-dimensionner, mais parce que le risque de SAM est très faible puisque c'est un problème ventriculaire et qu'il n'y a pas d'excès de tissu. Voilà un petit peu comment les chirurgiens mesurent la taille de l'anneau avec un obturateur qui se doit en quelque sorte de couvrir la totalité de la surface du feuillet antérieur. Donc ni trop grand, mais ni trop petit non plus. Juste que la porte soit adaptée au chambranle de la porte. L'angle mitro-aortique, c'est également un critère important de risque de SAM. Là aussi, Sherban Mihaileanu a montré que si vous aviez un angle mitro-aortique aigu, moins de 130 degrés, c'était un risque de SAM avec une sorte d'overlap de la zone d'admission versus la zone d'éjection. Enfin, ne pas oublier la tricuspide qui, dès 2005, a été d'actualité grâce à l'article de Gilles Dreyfus, dont il vous parlera probablement, en disant que les indications fondées seulement sur la sévérité de la fuite tricuspide n'étaient pas suffisantes et qu'il fallait ajouter un critère parce que les fuites étaient très sensibles à la précharge et au traitement diurétique. Donc, on pouvait avoir des dilatations annulaires tricuspides extrêmement marquées qui n'allaient pas régresser après le traitement de l'IM, mais sans pour autant générer une fuite importante à cause des traitements vasodilatateurs ou diurétiques. Donc, le critère, c'est 40 mm avec une dilatation qui est asymétrique, comme l'a bien montré donc, Gilles Dreyfus dans son papier sur des travaux initiaux d'Alain Deloche, et 40 mm ou 21 mm par mètre carré sont les critères habituellement retenus.
J'aime bien, moi, aller assez bas dans la coupe 4 cavités, basse, quand vous avez la mitrale en A3P3, avec comme critère le sinus coronaire que vous voyez ici en haut à droite, parce qu'en fait, l'alignement de la plus grande dilatation annulaire tricuspide est justement dans l'axe où passe le sinus coronaire. Et donc, on mesure cet anneau tricuspide en position ouverte diastolique. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu le rationnel. Quand vous êtes sur un 1P1 en mitral, vous ne détectez pas de dilatation. En A2P2, vous coupez un peu plus bas et donc vous avez le début de la dilatation, mais la dilatation est la plus, je dirais, marquée quand vous êtes sur la coupe A3P3. Alors maintenant, le chirurgien a opéré, il a bien fait son travail, bien sûr, il restaure une bonne coaptation, il préserve ou restaure un mouvement valvulaire et n'oubliez pas ce remodeling de stabilisation de l'anneau avec l'anneau prothétique. Ça, c'est les 3 principes fondamentaux décrits dans la French Correction. Alors, restaurer une surface de coaptation, c'est quelque chose qu'on sait mesurer en écho. On commence d'ailleurs toujours par ça et on aime bien avoir une coaptation bord à bord de au moins 6 à 8 mm. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on sait que plus la surface de coaptation est importante, moins vous avez de tension sur l'appareil sous-valvulaire sous-jacent et donc moins de risque de récidive. Ça a été bien démontré par pas mal d'articles. Alors, la fuite après, la couleur, ben voilà un exemple de prolapsus de P2 qui s'avérait être simple, mais en fait, on a une fuite résiduelle qu'on n'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce que cette fuite, elle est certes pas très importante, mais suffisamment pour poser la question du mécanisme. Et donc, le rôle de l'échographiste va être au bloc opératoire de déterminer le mécanisme. La première chose, c'est donc de rechercher où est-ce que se situe ce jet. Est-ce que c'est un jet dans la zone de coaptation, dû à la régularité des bords, et ça, à la limite, on peut la laisser, surtout si elle est minime, ou est-ce que c'est un jet dans la valve, un peu comme une perforation, dans des zones de suture. Alors ça, le 3D va nous aider, et le 3D va nous montrer, vous voyez, un trou qui a l'air d'être assez proche de l'anneau, et avec un 3D couleur qui confirme le fait que le jet naît en plein feuillet valvulaire postérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît qui peut être lié à une petite zone de déhiscence entre 2 sutures après avoir fait une résection de suture. Donc il est important, avant de refermer l'oreillette, de vérifier avec le crochet qu'il n'y a pas de petites zones de déhiscence et il n'est pas rare, même assez fréquent, que le chirurgien rajoute des points avant de fermer l'oreillette, puisque en mettant l'anneau, en mettant le crochet, il trouve des petites zones de déhiscence. Voilà ce qui a été fait en live avec le chirurgien qui a été convaincu de la zone de fuite, c'est-à-dire d'une zone qui était dans la zone de résection suture. Voilà. Et ça ne peut pas se guérir tout seul et ça peut même s'aggraver et déchirer le long de la ligne suture si on ne le traite pas tout de suite. Donc, on le corrige. Le SAM, ça peut être aussi corrigé. Alors, évidemment, on ne parle pas des SAM provoqués par hypovolémie, drogue inotrope positive. Ça, maintenant, les anesthésistes connaissent bien ce piège. Et on ne donne jamais de drogue inotrope positive avant d'avoir fait une écho. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le SAM, c'est le métro à Paris à 6 heures du soir. Il y a trop de monde pour un wagon trop petit. Donc, trop de tissu valvulaire pour un orifice et un anneau trop petit. Donc, vous avez comme possibilité soit de réduire la taille de la valve postérieure, soit, si c'est un mécanisme combiné, d'élargir, d'agrandir la taille de l'anneau s'il a été choisi trop petit. Alors évidemment, ça doit être fait que si on est certain que ça entraîne des conséquences hémodynamiques, que ce soit des fuites ou des gradients. Là, on a une vue ventriculaire en 3D, chose qui est très utile et que ne peut faire que l'écho 3D. Une vue ventriculaire, on voit bien que le feuillet postérieur
ici, va pousser le feuillet antérieur vers la voie d'éjection, où d'ailleurs siège une hypertrophie septale et un angle mitro-aortique étroit. Il avait vraiment tous les risques, avec comme possibilité de mesurer en dynamique un gradient qui a été augmenté. Donc, dès lors que vous avez un SAM avec des conséquences hémodynamiques, que ce soit fuite et gradient, il faut y retourner en ayant pris bien sûr la précaution de le remplir et d'arrêter les drogues inotropes, voire d'utiliser de l'esmolol. Mais la plupart du temps, on y retourne et en fonction de l'écho, soit on réduit la hauteur de la petite valve, soit on met un anneau plus grand. Alors, ce n'est pas seulement la valve mitrale qu'il faut explorer au bloc. Vous savez que la valve mitrale est entourée de différentes structures, dont la valve aortique. Et parfois, vous avez une fuite aortique qui apparaît, qui n'existait pas. Et à ce moment-là, il faut faire l'écho 3D parce qu'on a une zone d'ombre à cause de l'anneau mitral. Et donc là, on voit par exemple très bien que ça a été une perforation de l'anneau coronaire. On a une autre zone qui peut être touchée, c'est la circonflexe. La circonflexe longe le bord gauche de la valve mitrale et vous voyez qu'on peut, avec le X-plan, mettre sa ligne de X-plan sur la zone coupe transversale de la circonflexe et la voir en longitudinal et à ce moment-là, être certain, vous voyez, que sa lumière n'est pas réduite. Donc, on le fait avec le 3D et là, par exemple, on a vraiment une idée très précise du trajet de la circonflexe. Et il est important, même si une courroie est normale, de savoir si vous avez une dominance gauche ou droite. Autre structure autour de la valve mitrale, ben, c'est le septum intérieur-oculaire. Hein, quand vous écartez l'oreillette gauche, il peut arriver à une petite déchirure du septum intérieur-oculaire et il faut savoir la détecter et ne pas la laisser, évidemment. Pour les prothèses mitrales, c'est aussi intéressant, l'écho, parce que, bien entendu, il n'y a pas le doute sur une fuite, parce que normalement, il n'y a vraiment aucune fuite résiduelle. Alors, on recherche de principe une fuite périprothétique. Mais il y a une chose intéressante dans les bioprothèses, c'est la vue ventriculaire, encore une fois, qui ne peut être vue qu'en 3D. Et en 3D, vous voyez les 3 picots. Et ça, il faut éviter d'avoir des picots qui gênent la voie d'éjection. Vous voyez, là, on a une très jolie vue 3D d'une bioprothèse en vue ventriculaire. Vous devinez ici la valve aortique et vous voyez que les picots là sont bien placés puisque ce picot-là est loin de la voie d'éjection. Ici, c'est une vue encore plus jolie en trou glace où on voit vraiment parfaitement bien les 3 picots en vue ventriculaire. Là, voilà un picot qui était en revanche mal placé. Donc, il faut être très attentif à ce problème. Alors, les fuites résiduelles, c'est 7 à 10%. Clairement, le fait d'utiliser l'éco-PEROP, ça évite les réopérations. De ne pas laisser le fuite résiduel, ça diminue le risque de réopération. Et ça a un impact sur la survie lorsque vous laissez une fuite résiduelle dans les IM ischémiques. Pour conclure mon topo, dans ces 40 minutes que j'avais un peu prévues, c'est de parler de la maladie de Barlow. Pourquoi la maladie de Barlow? Parce qu'on a une nouvelle notion chez des malades jeunes hein, qui peuvent avoir des prolapsus diffus bivalvulaires qu'on avait l'habitude de traiter de façon assez complexe, avec des gestes sur les piliers. Mais est apparue une notion qui s'appelle la disjonction annulaire mitrale, quelque chose de connu, mais qui, dans le cas d'un Barlow avec prolapsus bivalvulaire symétrique, comme c'est le cas ici, équilibré avec un jet central, disjonction annulaire, peut être traité de façon très simple. Pourquoi? Parce que, au fond, on a compris, et en particulier un chirurgien italien qui s'appelle Ruggiero De Paolis, initialement, il y a à peu près 10 ans déjà maintenant, a compris que le primum movens de ce mécanisme n'était pas un problème sur les cordages ou les piliers comme cause, mais ils étaient plutôt
victime. Je m'explique. Le mouvement qui est à l'origine de ce prolapsus bivalvulaire, en fait, c'est un mouvement de l'anneau. C'est un mouvement de curling annulaire avec disjonction annulaire qui, d'une certaine façon, va attraper, va attirer vers le haut l'ensemble de l'appareil sous-valvulaire et entraîner un prolapsus bivalvulaire. D'où l'idée très simple de se dire si vraiment c'est ça, c'est-à-dire si le mécanisme initiateur de ce prolapsus bivalvulaire, c'est la disjonction annulaire et le mouvement de curling, un peu d'ouverture en éventail de cet anneau, eh bien le mécanisme principal, initiateur, vous voyez ce qu'on appelle la disjonction annulaire, eh bien, il s'agissait à ce moment-là de ne faire qu'un geste simple de corriger ce mouvement annulaire en mettant un anneau prothétique. Un anneau prothétique simple, mais qui bloque en quelque sorte cette disjonction annulaire. Voilà un exemple qui a été filmé par le Dr Zanis à Montsouris en mini-invasive. L'avantage, c'est que ces gens jeunes ont un traitement simple et qui peut être fait par voie mini-invasive, parce que le traitement est très très simple. Alors, attention, il y a un risque de SAM, parce que vous laissez quand même une valve avec un excès de tissu, et habituellement, on met vraiment les anneaux les plus larges, c'est-à-dire les anneaux 40 physio 2. Donc, vous voyez le résultat avec une très bonne coaptation et pas de ballonisation. Alors, je vais réchapper un peu parce que voilà, je reprends pour retrouver la zone de contrôle. Vous êtes toujours avec moi, hein? On vous suit attentivement. Alors, je veux vous montrer le contrôle parce que c'est assez spectaculaire, si vous voulez, comme... voyez, voilà le résultat. Donc, j'étais assez bluffé, moi, quand j'ai vu ça la première fois, ben, justement, chez le professeur de Paolis à Rome. Je n'y croyais pas du tout, parce qu'avant, on faisait, vous savez, des gestes sur les piliers, très lourds, très longs, avec des CEC, des clampages assez longs. Eh bien, là, vous voyez, un peu comme le SAM, l'écho qui a permis de mieux comprendre un mécanisme a influencé en quelque sorte la stratégie chirurgicale opératoire et a été à la base finalement d'un traitement très simple du Barlow. Donc très bonne coaptation, pas de ballonisation. Donc vous voyez ce mouvement de curling hein, avec cette paroi inférolatérale qui s'ouvre un petit peu comme un éventail et cette disjonction de la valve postérieure en particulier. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Alors, je termine souvent par cette diapositive puisque tout ce qu'on sait sur la plastie mitrale, ben, on le doit à M. Carpentier. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces élèves, dont je fais partie, et bien sûr les chirurgiens qui ont été ces élèves, complètent la parole, complètent les techniques, complètent les choses, tout en restant fidèles aux principes fondamentaux, en particulier les 3 règles de restaurer la coaptation, préserver le mouvement et mettre un anneau. Donc, j'espère vous avoir démontré que l'écho-bloc 2D, 3D est indispensable pour une approche duale et complémentaire. Quand post-pompe, ben évidemment, le rôle est fondamental pour comprendre le mécanisme des fuites résiduelles ou des complications périvalvulaires et constituer pour le chirurgien une sorte de filet de sécurité et pour le malade, bien entendu, pour éviter des réopérations. Le 3D facilite, je crois que vous l'avoir bien montré, avec ses vues dynamiques chirurgicales hein, d'auriculaire gauche. On a d'autres perspectives complémentaires hein, pour aider également cette communication et planifier un peu son geste. Il y a
au scanner. Les scanneries sont capables maintenant de vous faire des impressions 3D de la valve qui peuvent vous aider à planifier votre geste, et des techniques d'imagerie de réalité virtuelle fondées là également sur le scanner, en simulant en quelque sorte l'opération à l'avance pour s'entraîner. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'ai tenu mes 40 minutes. Bien sûr, je suis tout à fait ouvert à l'ensemble de vos questions. Merci de votre attention. Merci à vous, cher Alain Berdy. Votre topo a été magistralement Merci. didactique, très riche par les illustrations. Moi, j'ai adoré les images, toutes les images qu'on peut avoir de l'écho 3D, etc. Ça ressemble vraiment à de la réalité, à la vision du chirurgien. Et ça ne peut être que d'une aide importante dans la décision, dans la réparation d'une valve mitrale. Alors, s'il y a des questions dans la salle, nous avons avec nous notre ami Hicham Ben Youssef de l'hôpital Cheikh Khalifa de Casa, constamment présent lors des webinaires et activement présent aussi. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la Alors, je salle. crois qu'il y a une question qui m'a été posée par Mohamed Lamar. Oui, Dr Lahmar est un chirurgien cardiaque D'accord. d'Alger. Oui, que Et j'ai rencontré en voilà, 2018 à Oran. Bonjour, professeur apparemment, Lahmar. Donc, quand voilà. est-ce qu'un chirurgien ferme une indentation? Ben, il la ferme quand il confirme ce qu'a vu l'écho 3D, c'est-à-dire quand elle est très large et profonde. Vous voyez, qu'elle est très ouverte en quelque sorte, plus que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que quand on les laissait, ben, malheureusement, il y avait souvent à ce niveau-là des fuites résiduelles. Donc maintenant, on préfère les fermer quand elles sont très larges et profondes. Voilà. Je pense que le test à l'eau aussi peut montrer une fuite au niveau de ce genre d'indentations qui peuvent être larges. Oui, ça peut. Alors malheureusement, pas toujours parce que, comme vous savez, on n'arrive pas à générer une pression suffisante. Et malheureusement, c'est parfois qu'à l'écho qu'on découvre, qu'on découvre ça. Donc, D'accord. on essaye, si vous voulez, quand on voit la valve à la fois sur les données écho 3D et sur l'aspect visuel du chirurgien, on arrive très vite à savoir quand l'indentation doit être fermée parce qu'elle est vraiment très large, très profonde, très ouverte, quoi. Très bien. Mohsin, Hicham, j'aimerais prendre la parole si tu le permets. bien J'aimerais entendu. remercier le conférencier, Alain Beridi. Vraiment, c'est très didactique, magnifiquement bien présenté. Et Merci. surtout, on s'est régalé. On s'est régalé avec les photos 3D, et beaucoup d'iconographie, très plaisante. Merci beaucoup, hein, vraiment merci. Alors Merci. moi, je me présente, je suis Hicham Ben, chirurgien cardiovasculaire à Casablanca. Et donc, j'insiste sur beaucoup de choses que vous avez reprises, c'est par rapport à la préparation préopératoire, c'est-à-dire la segmentation, chacun des 8 segments, bien analysé, avec une planification, tout ça c'est très important. Et la valve, la hearting, en fait la valve hearting, je dirais, c'est-à-dire vraiment l'équipe et la cohésion entre les différentes personnes de l'équipe. Tout à J'aimerais fait. aussi juste partager un peu aussi notre expérience. Actuellement, on fait principalement l'EPO systématiquement au bloc opératoire pour toutes les plasties mitrales. Bien sûr, on s'est inspiré de la French Correction de M. Carpentier et effectivement, on développe au fur et à mesure, mais j'aimerais dire que vraiment chaque patient est unique et à chaque fois, c'est un challenge d'aller réparer ces valves mitrales. Et j'insiste beaucoup aussi sur tout ce qui est mécanisme. Donc, bien comprendre le mécanisme et on aimerait avoir vraiment vos images avant de rentrer au bloc opératoire. Ça serait vraiment magnifique. Malheureusement, on ne peut pas toujours avoir la même qualité, mais on essaie bien entendu de compléter un peu les choses.
je vous rejoins aussi par rapport à tout ce qui a été, évaluation opératoire, et tout ce qui est mécanisme. Donc, par rapport aux drogues, c'est-à-dire aucune drogue avant d'avoir évalué correctement, Tout et à fait. même parfois la pression de charge, c'est-à-dire même la précharge du ventricule gauche doit être assez bien gérée par nos amis les anesthésistes, Oui, de façon à ne pas trop surcharger et au contraire ne pas avoir une précharge qui est inférieure à ce qui est normal. Donc, à la sortie de CEC, bien challenger, bien évaluer. Et là vient ma question. Donc, en ce qui concerne le mécanisme, vous avez bien insisté sur, à la sortie de CEC, comment évaluer le mécanisme, et c'est vraiment au centre de la problématique. Est-ce qu'il faut repartir en CEC ou pas? Maintenant, ma question vient par rapport à l'importance de la fuite. On sait qu'en ETP, donc on a différents, on a le sort, on a la couleur, etc. Quelle est votre expérience par rapport à l'importance de la fuite? Et c'est toujours une question que les chirurgiens vont vous poser, c'est quand est-ce qu'il faut repartir en CEC pour aller corriger, et quels sont principalement les différents moyens qui sont mis à la disposition de notre échocardiographiste pour évaluer l'importance de la fuite en post-chirurgie, c'est-à-dire à la sortie de CEC. merci pour cette question qui est évidemment essentielle, hein, et qui fait toute la difficulté du travail de l'échographiste, parce que son rôle va être à la fois de quantifier, mais aussi de comprendre le mécanisme. Parce que la chose essentielle que vous nous demandez, c'est si je repars, c'est pourquoi faire finalement. Et moi, je veux bien repartir parce qu'il y a une fuite, mais il faut m'expliquer ce que je dois faire. Et donc, évidemment, on ne tolère pas des fuites importantes. C'est clair que là, mais généralement, les fuites importantes, on comprend tout de suite ce qui se passe, si vous voulez. C'est soit vous avez des SAM très marqués, soit vous avez un prolapsus résiduel qui est apparu, soit vous avez fait une overcorrection avec un cordage artificiel. Vous voyez, vous avez entraîné une restriction trop importante. D'une certaine façon, quand la fuite est importante, le mécanisme, il est vraiment évident. Là où les choses sont plus difficiles, c'est quand la fuite est dite modérée. Nous, on tolère des fuites minimes, 0 à 1, avec des pisas absentes ou des vena contracta, donc des diamètres à l'origine qui ne dépassent pas 2 mm. Vous voyez, on est très, très exigeant en termes de fuite résiduelle. Mais si on atteint une fuite grade 2, à ce moment-là, on veut vraiment comprendre le mécanisme. C'est un peu le cas que je vous ai montré. C'est-à-dire qu'il faut que votre échographiste identifie l'origine du jet. Et ça, soit vous avez le 3D avec la couleur et elle vous montre où naît le jet. Est-ce que c'est à la base de P3? Est-ce que c'est A2? Est-ce que c'est P1? Donc, ça vous permet de comprendre l'endroit où vous allez devoir travailler. S'il n'y a pas de 3D, moi, ce que je faisais, et je le fais toujours, hein, même avec le 3D, c'est la transgastrique. Vous mettez en transgastrique annulaire, où vous voyez l'anneau, et là, vous mettez la couleur. Et là, tout de suite, vous voyez d'où vient le jet. Parce que quand vous avez un jet qui est très proche, si vous voulez, de l'anneau, en particulier postérieur, c'est que c'est un jet qui est dans la valve. Si le jet il est un peu plus au milieu, à ce moment-là, c'est un petit jet de coaptation. Et donc, pour faire simple, les seuls IM qu'on laisse, c'est des fuites de coaptation, pas plus que 1 sur 4, qui sont liées à des irrégularités de bord. Toutes les autres, celles qui sont dans la valve, périannulaire, excentrées, parce qu'il y a soit un prolapsus, soit une overcorrection, la direction du jet est très importante. Quand vous avez un jet central minime au niveau de la coaptation, vraiment, c'est là on la laisse. Les autres, jet excentré, c'est qu'il y a une asymétrie.
Donc là, il y a un problème. C'est où vous avez laissé un prolapsus, ou il y a une overcorrection. Quand vous avez un G péri annulaire, bon, ben, là, évidemment, il faut aller remettre un point. Quand vous avez un SAM qui résiste, j'allais dire, au remplissage et à l'arrêt des drogues, eh ben, il faut retourner parce que vous avez probablement laissé soit trop de petites valves, soit mis un anneau trop petit. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, c'est tout. En fait, voilà. Pour faire simple, la seule fuite que je laisse, c'est des fuites grade 1 centrales par défaut de irrégularité de coaptation. Toutes les autres, on les reprend. Mais on essaye vraiment d'être très, très précis sur le mécanisme pour savoir d'où vient le jet et quels sont les mouvements valvulaires. Vous voyez, pour refaire en fait comme une analyse préopératoire. Pour que vous, quand vous repartiez, vous disiez, bon ben là, je sais que, un peu comme je l'ai montré avec le chirurgien, mon jet, il est dans ma zone de résection suture, je vais aller là où je le vois à l'écho avec le crochet, bon, et 9 fois sur 10, on est concordant. Hein. Merci beaucoup pour votre réponse. Mais c'est pas simple. Hein. C'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. Et la décision, elle est collégiale. Hein. Vous imaginez que c'est pas le seul échographiste qui décide parce qu'il y a quand même tout un environnement aussi qui doit être tenu compte. On peut, par exemple, dans des plastides mitrales rhumatismales, je vois qu'il y a une question là-dessus, tolérer une petite fuite un peu plus que grade 1, un petit grade 2, mais qui quand même évite une valve mécanique à des jeunes enfants ou à des jeunes adolescents. Et donc, on est un peu plus tolérant dans les plasties mitrales rhumatismales, où la plupart du temps, on s'en sort en faisant des patchs d'extension. C'est une question du docteur Madi à Nouakchott, que je remercie. Et donc, la particularité des maladies rhumatismales, des insuffisances mitrales rhumatismales, c'est vraiment tout miser sur le feuillet antérieur. C'est-à-dire qu'il faut que le feuillet antérieur soit de bonne qualité. C'est lui qui va faire le travail. Le feuillet postérieur, il est très souvent rétracté et restrictif. Donc l'idée, c'est dès là, soit vous n'avez pas assez de tissu, à ce moment-là, vous faites un patch d'extension, et ça va vous permettre à ce moment-là d'augmenter la coaptation et surtout de mettre un anneau suffisamment grand pour éviter la sténose résiduelle. Après, encore une fois, on tolère des fuites grade 2 s'il n'y a pas de gros problèmes, parce qu'il est toujours mieux d'avoir une fuite grade 2 chez un adolescent ou une adolescente afin de lui éviter les anticoagulants à vie. J'avais une question pour Dr Ougebi. Quel type de dysfonction est le SAM? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, elle échappe à la classification de Carpentier parce que le SAM est un problème finalement post-opératoire hein, la plupart du temps. Mais vous avez raison, c'est ni un type 1, ni un type 2, ni un type 3. C'est le SAM. Ça ne rentre pas dans la classification de Carpentier. C'est un défaut de coaptation, incontestablement, mais qui est le plus souvent induit et qui n'apparaît pas dans la classification de Carpentier. J'avais enfin une question de Dr Ali Ridaba. Quel est le mécanisme le plus fréquent des doubles fuites bicommissurales? Alors, les fuites commissurales, c'est souvent des oscillatoires dans mon expérience. Il faut se méfier dans les cas des fuites primitives, hein, organiques. Les fuites commissurales sont souvent des endocardites. Dans les fuites secondaires, au niveau commissural, c'est souvent des élongations de piliers secondaires à un infarctus. Vous avez souvent des infarctus, par exemple, du pilier postérieur, qui, après une phase de nécrose, cette nécrose conduit à une élongation de pilier, et à ce moment-là, vous avez une fuite commissurale postérieure dans les IM ischémiques. Mais dans les IM organiques, la cause la plus fréquente de fuite commissurale, c'est l'oscillère. Très bien. Nous avons également une autre question de la part d'une consoeur de Casablanca, Dr Meha, qui parle plutôt de la valve tricuspide. Elle vous demande que pensez-vous de la plastie tricuspide pour des seuils un peu plus bas, c'est-à-dire à 36 mm
surtout dans notre contexte où l'on opère beaucoup de valvulopathie rhumatismale, et laisser une fuite tricuspide n'arrange pas les choses parce qu'elle risque de s'aggraver au fil du temps. Ah ben, à partir du moment où vous avez une fuite, moi je la corrige, hein. La difficulté, c'est quand vous avez 36 et sans fuite. Vous voyez? Alors, dans les cas où vous avez 36, je regarde quand même la surface corporelle et à ce moment-là, je vois si ça dépasse 21 par mètre carré. Si ça dépasse 21 mm par mètre carré, même avec 36, on l'opère. Si vous avez aussi une petite coaptation, vous voyez, une coaptation très courte de quelques millimètres, on l'opère. Si vous avez une grosse oreillette droite aussi, que le chirurgien voit immédiatement quand il ouvre, c'est souvent le reflet de fuite tricuspide variable, hein, vous savez, un peu comme si c'était l'hémoglobine glyquée de la fuite tricuspide. C'est la mémoire des fuites tricuspides, la dilatation de l'OD. Donc, pour répondre à la question, s'il y a déjà une fuite, même si c'est 36, on la corrige. S'il n'y a pas de fuite ou qu'elle est minime, j'indexe, je vérifie que ce n'est pas plus que 21 par mètre carré et j'associe deux autres critères, la coaptation et la dilatation de l'OD. Si vous avez une coaptation très faible et une OD dilatée, on l'opère. Si le paramètre de la PAPS peut être… Alors, la PAPS, évidemment, en pré-op, parce qu'au bloc, évidemment, on baisse la PAPS avec les drogues anesthésiques. Mais la PAPS, souvent, quand elle existe en préopératoire, est un argument de plus. Hein, c'est tout à fait exact. J'ai une question par le docteur Madi. Conditions d'évaluation après la réparation par ETO. J'imagine que c'est les conditions hémodynamiques. Ben, effectivement, il faut avoir une CEC sevrée, mais canule encore en place pour pouvoir repartir si nécessaire et avoir une pression artérielle moyenne autour de 80. Et des conditions de charge, comme vous l'avez dit, ni trop ni trop peu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le mètre soit trop rempli, mais il ne faut pas qu'il soit vide. Et d'ailleurs, les anesthésistes utilisent le TO souvent aussi pour adapter leur gestion hémodynamique de sortie de CEC en remplissage. Donc voilà, canule en place, CEC sevré, PA moyenne autour de 80 et volémie satisfaisante, ni trop peu. Exact. Moi, j'ai une question par rapport à l'insuffisance mitrale ischémique, docteur Beribi, si vous permettez. Oui, bien sûr. On sait très bien que c'est une valvulopathie qui est un petit peu difficile à évaluer. On ne sait pas à quel moment faut-il la réparer. Et puis, comment la réparer? Parce qu'il y a une multitude. C'est vrai que Carpentier avait parlé du principe de l'angioplastie restrictive, c'est-à-dire choisir un anneau sous-dimensionné pour améliorer la coaptation d'une insuffisance mitrale ischémique. Mais des fois, bon, quand on opère des patients un peu tardivement, les chances de réparation deviennent quand même moindres. Alors, d'où ma question. Y a-t-il des facteurs prédictifs de la qualité de la réparation d'une insuffisance mitrale ischémique? Comme ça, en rentrant en bloc, on sait que si l'on met un anneau restrictif, on a une bonne coaptation et un bon résultat. Surtout que la plastie de l'IM ischémique est quand même décevante à moyen terme. Alors, on va offrir la meilleure réparation aux patients. Tout à fait. Alors, c'est une question évidemment très importante. Comme vous dites, les gens sont globalement déçus, et en particulier nos amis cardiologues, médecins, et ils nous envoient très peu d'IM ischémique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les recommandations européennes actuelles ainsi qu'américaines, les plasties mitrales ou les chirurgies mitrales, si vous voulez, déjà, d'IM ischémique ne sont proposées que dans le cadre d'un pontage coronaire associé. Vous voyez, ils ne parlent pas de chirurgie mitrale isolée parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas encore assez de preuves et d'avantages par rapport au risque. Donc déjà, on est dans le cadre d'une chirurgie de pontage où on associe un geste sur la mitrale. Alors, le geste sur la mitrale, vous l'avez bien dit, les conditions péropératoires ne sont pas idéales pour juger
de la fuite, de la sévérité de la fuite, parce qu'on sous-estime beaucoup au bloc la sévérité de la fuite. Et donc la fuite, il faudra qu'on ait une idée précise de son importance avant le bloc. Il faut vraiment que le critère, vous voyez, d'importance, de sévérité de la fuite, ça a été réglé et résolu avant le bloc, donc par une bonne ETT, voire une ETT à l'effort, d'accord, une écho d'effort. Une fois que vous savez qu'il faut faire quelque chose sur la valve mitrale, parce que vous êtes dans le cas d'un pontage et que la fuite est considérée comme importante. Là, il y a deux cas de figure. Et ça a été bien montré par l'équipe de Leiden à l'époque où le professeur Robert Dion travaillait à Leiden. Vous avez deux cas de figure. Soit votre VG est déjà très dilaté. Quand on dit très dilaté, les critères prédictifs que vous me demandez, c'est un diamètre télédiastolique supérieur à 70, un diamètre télésystolique à 51 et une surface de tenting qui dépasse 2,5 cm². Quand vous avez ces critères-là, ce n'est pas la peine de traiter ça par une plastie. Vous savez que vous allez avoir une fuite résiduelle. D'emblée, vous mettez une bioprothèse. Bioprothèse, pourquoi? Parce que l'espérance de vie du malade, souvent insuffisant cardiaque, va être plus courte que la durabilité de la prothèse. Croyez-moi. En revanche, si vous êtes dans un cas favorable, où vos paramètres ventriculaires ne sont pas encore très dilatés, que vous avez une sorte de restriction un peu isolée, vous voyez, de P3, et que vos diamètres restent dans les limites du seuil de 51 pour le télésystolique et de 70 pour le télédiastolique, et que votre surface sous la tente, qui est, vous savez, la quantification quelque part du tenting, hein, du type 3B, si ça c'est très bas, inférieur à 2,5 cm², eh ben, vous pouvez tenter une plastie avec comme objectif, et ça c'est très important et l'équipe de Leiden l'a bien montré, d'obtenir à la fin, alors là pour le coup, une très bonne coaptation de 8 mm. Il faut vraiment avoir au minimum 8 mm, parce que plus votre captation est longue et haute, plus vous avez de chances d'avoir un bon résultat à long terme. Et ça vous est apporté par le sous-dimensionnement de deux tailles. Donc, vous mesurez votre feuillet intérieur, je ne sais pas, il est à 32, eh ben, vous choisissez un 28. Il ne faut pas avoir peur. Et à ce moment-là, vous avez, en fin de course, une coaptation suffisante de 8 mm. Et ça c'est bien quand, encore une fois, le VG n'est pas trop dilaté, que en plus, voilà, quand en plus vous associez un pontage sur un cœur qui a encore de la viabilité, ben vous pouvez espérer aussi que tout ça va concourir à réduire votre fuite. Bref, vous vous mettez dans des conditions très, très particulières, hein, avec plusieurs critères assez durs pour choisir la plastie. Maintenant, ce n'est pas grave si le cœur est trop dilaté et que vous n'avez pas ces critères, vous remplacez par une biologique. Hein, ça va très bien aussi. Hein. Remplacer d'emblée, c'est-à-dire ne pas… Ah oui, 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 oui. Oui, oui, parce que vous savez que ça va récidiver à court terme. Hein. D'accord, d'accord, très bien. Alors, c'est vrai que c'est bien de rentrer déjà au bloc opératoire avec des données claires et des images aussi belles que vous avez présentées. Est-ce que ça vous arrive de rectifier le diagnostic en péropératoire à l'occasion d'une ETO? C'est-à-dire, voilà, bon, c'est une IM qui a été peut-être sous-estimée en transthoracique, et puis qu'en péropératoire, en faisant une ETO systématique, on tombe sur une fuite plutôt considérable qu'il est préférable de plastifier. Ça vous arrive ce genre de surprise, on va dire, dans votre pratique? Dans les IM organiques ou dans les IM ischémiques? Ischémiques toujours. Ah, dans les IM ischémiques, c'est plutôt l'inverse. On nous annonce souvent une fuite importante et au bloc, elle est quasiment nulle. Parce que, encore une fois, au bloc, et ça a été très, très bien montré,
vous avez des conditions de charge qui font que votre fuite va être sous-estimée. Donc, c'est pour ça que je me fie beaucoup à la vraie sévérité, entre guillemets, de la fuite en ETT, pré-op. Et qu'au bloc, ça peut peut-être arriver d'avoir l'inverse, hein, mais moi, dans mon expérience, c'est plutôt une sous-estimation que j'ai au bloc dans les IMI ischémiques. Alors, j'ai une autre question pour Oui. le docteur Ouguebi. Une fois le SAM diagnostiqué, combien de temps faut-il attendre en salle d'op avant de décider de reclamper pour mettre un anneau plus large ou réduire le feuillet postérieur? Alors, c'est une très bonne question. On se donne 10 minutes à peu près, 5 à 10 minutes. Je sais que c'est long, hein, mais il faut absolument attendre le test du remplissage et de l'arrêt éventuel des drogues inotropes et enfin du test si le malade est rapide à l'esmolol. Voilà, donc tout ça, ça prend 5 à 10 minutes. Mais on est obligé d'attendre absolument de voir l'effet que ça fait pendant ces 5 à 10 minutes avant de reclamper. Effectivement, Et prendre le temps de enfin, remplir suffisamment le malade et de le ralentir éventuellement par un bêta-bloqueur. voilà, Le chirurgien qui pose voilà. la question, je le connais très bien, mais il est super excité. Lui, il n'attendra pas les 5 minutes, hein. Donc, il repartira. Ah, Il repartira. oui, mais il faut l'occuper à autre chose pendant ce temps-là. Voilà. OK. Alors, on a une autre question Il y de. a Ali Ridabash. Je pense que si l'IM ischémique est sévère, même si en cas de ponction,